Bonjour, bonjour à tous. Alors, enchanté, hein, moi c'est Youssef Agoumi, je suis là pour vous parler un peu de cybersécurité. On change un peu la thématique, je remercie Madame Bouhamar, c'était très intéressant, j'ai bien fait de venir plus tôt. Donc l'idée c'est qu'on passe un petit moment ensemble pour parler de cette thématique cybersécurité. Qui est assez à la mode, qui concerne un peu tous les secteurs dans le monde et l'éducation en particulier. Donc l'idée, c'est qu'on prenne un petit moment pour parler de ce que ça veut dire, de quoi on parle, c'est quoi l'ampleur du phénomène, et surtout de finir sur quelques bonnes pratiques que vous pouvez adopter, voire communiquer pour vous protéger dans votre usage de l'outil informatique. Voilà, donc pour vous donner un peu de contexte, moi je suis dans le domaine depuis une quinzaine d'années. J'accompagne beaucoup d'institutions et d'entreprises dans le monde sur leurs problématiques cybersécurité. Et beaucoup d'acteurs au Maroc également, notamment le ministère de l'Éducation nationale, donc qui m'a suggéré de venir faire cette conférence autour de la cybersécurité, étant donné que je les ai accompagnés sur certains sujets, donc que je connais un peu le secteur et les enjeux, évidemment. Okay. Alors, avant de commencer, petite phrase sympathique pour mettre l'ambiance dans le sujet. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que là, il y a deux confs en parallèle, j'ai l'impression. Alors ça, c'est une phrase d'un expert américain de cybersécurité qui s'appelle Bruce Schneier, qui a dit une phrase que j'aime bien commencer avec ça au début des conférences. Amateurs hack systems, professionals hack people. En fait, ça résume un peu l'objectif, ou je dirais l'idée de vraiment sensibiliser tout le monde à la cybersécurité. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, quand on pense cybersécurité, on pense outils, technologies, solutions pour protéger les entreprises, les organisations. C'est très bien, c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que beaucoup font. Maintenant, quand on est un hacker, on va venir d'abord déjouer l'attention humaine, je dirais, pour arriver à ses fins. Et d'ailleurs, on verra ça tout à l'heure, mais 70 à 80% des cyberattaques ont comme point d'entrée une inattention humaine. Donc, avec des investissements technologiques qui sont de l'ordre de 70% des budgets de cybersécurité et 30% sur l'humain. Donc il y a une vraie différence entre je me protège technologiquement, j'oublie un peu de sensibiliser l'humain, et les attaquants le savent, et du coup ils passent par l'humain pour me nuire. Et c'est pour ça que les professionnels l'ont compris et se concentrent sur hacker les gens plutôt que hacker les systèmes. Et donc on va voir ensemble comment faire pour ne pas se faire hacker. Alors, je vais vous faire une petite intro. Hein. Après, je vais parler de la cyber dans le monde, quelques chiffres. Je vais parler évidemment du Maroc, de ce qui se passe au Maroc sur cette thématique-là. Je vais passer un petit moment sur je dirais l'arsenal législatif marocain sur le sujet, parce qu'on a pas mal de choses au Maroc, et je trouve que c'est intéressant d'en parler. Ensuite, un petit zoom sur les enjeux spécifiques au secteur de l'éducation. Avant de partir sur quelques bonnes pratiques que vous pourrez adopter au quotidien pour améliorer vos réflexes dans l'usage de l'outil informatique. Vous expliquer un peu ce qui se passe en back-office. Pourquoi on parle de ça déjà en intro rapide, hein, on parle de ça parce qu'aujourd'hui, le monde entier se digitalise depuis pas mal de temps. On a l'avènement de l'IA aussi qui vient accélérer cette digitalisation à une vitesse fulgurante. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, le secteur de l'éducation n'est pas en reste. Il se digitalise aussi depuis un moment déjà. On a assisté à une accélération extrêmement importante lors du Covid, qui a fait que tout le monde était obligé de se digitaliser sans y être nécessairement préparé. Donc du jour au lendemain, on a mis des outils pour tout le monde, mais on n'a pas nécessairement mis la sécurité à côté ou sensibilisé les gens à l'usage de ces outils-là. Et vu qu'on se digitalise énormément, en se digitalisant, du coup, on met dans le paysage informatique, je dirais, nos données.
nos données, les données des enseignants, les données des élèves, les données des parents, les données des familles, des données personnelles, des données sensibles sur la santé, sur plein de choses qui peuvent potentiellement porter atteinte à la vie privée. Et donc l'enjeu cyber devient extrêmement important dans ce contexte-là. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui et c'est ce qui justifie le petit moment qu'on va passer ensemble. L'idée, c'est qu'à la fin de la séance, vous puissiez déjà comprendre ce que c'est que la cybersécurité, que vous compreniez les risques, les enjeux, et que vous puissiez adopter des bonnes pratiques ou retenir un certain nombre de bonnes pratiques pour améliorer l'usage des outils et sensibiliser aussi vos élèves dans leur usage de l'outil informatique parce qu'ils y sont extrêmement exposés et les risques sont de plus en plus importants pour eux, mais pour tout le secteur. Alors la cybersécurité, déjà pour parler d'un sujet qui étonne toujours, mais j'aime bien commencer par ça. On a l'impression que c'est un sujet qui concerne les pays super développés, les États-Unis, la Chine, la Russie, tout ça. Le Maroc est le 3e pays le plus attaqué dans le monde. Bon, ça change à chaque fois, les classements changent, mais on va dire que l'année dernière, allez, premier semestre de l'année dernière, on était le 3e pays le plus attaqué au monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est concerné et extrêmement concerné. Pourquoi on est concerné et pourquoi c'est un sujet pour nous? C'est un peu tout ce que je vous ai mis. Vous verrez que je vais parler, ça ne va pas forcément correspondre à ce qu'il y a écrit, mais au moins il y a un fil directeur sur les slides. En fait, aujourd'hui, c'est un sujet, bon, d'abord pour ce que j'ai dit tout à l'heure, le monde se digitalise et donc du coup, il y a de plus en plus de vulnérabilités ou de données exposées à la main de ce qu'on appelle les hackers. Aussi, on est dans un contexte globalement, là je ne parle pas du Maroc, où la géopolitique est assez présente dans cette thématique cyber. Il y a des conflits mondiaux, il y a des guerres un peu partout, Russie, Ukraine, Iran. Il y a beaucoup de zones de conflit et ces zones de conflit aujourd'hui alimentent beaucoup ces cyberattaques et les cyberguerres. Parce qu'aujourd'hui, il y a la guerre et la cyberguerre. Et du coup, ça accélère et ça augmente énormément les attaques. Et puis, on a aussi l'intelligence artificielle qui a émergé de manière assez rapide, je dirais, et qui fait que, on va en parler aussi tout à l'heure, les attaques sont de plus en plus simples à réaliser et sont de plus en plus automatisables. Et donc, quand j'étais un hacker qui était capable d'attaquer, je sais pas moi, 2 entreprises par jour, bah aujourd'hui, avec l'IA, je peux attaquer 1000 entreprises par jour. Voilà, donc les moyens sont décuplés, l'instabilité géopolitique est là, et tout est digitalisé, donc tout est, je dirais, exposé à ce type de risque. Ce qui pousse l'ensemble des pays dans le monde à durcir leur réglementation sur le sujet, et le Maroc aussi, on va en parler. Et du coup, si je reviens sur le Maroc et pourquoi on est autant ciblé, il y a plein de raisons. D'abord, on a été énormément ces dernières années au centre de plusieurs débats géopolitiques. Et donc, on a été, je veux dire, extrêmement exposé médiatiquement. Et on a eu énormément d'interactions avec plusieurs États dans le monde. On a un ministre des Affaires étrangères qui a dû rencontrer 120 pays juste l'année dernière. Et donc, rien que ça, ça nous met sur la carte. Toutes les 2 semaines, oui, on était avec le Paraguay, le Pérou, les États-Unis, l'Argentine, je ne sais quoi. Donc ça, déjà, premier sujet. Extrêmement exposé géopolitiquement. Deuxième sujet, on est ces dernières années sur une tendance d'industrialisation extrêmement forte. Énormément de projets au Maroc de développement, de nouvelles infrastructures, de nouvelles industries, de nouveaux investissements dans plein de secteurs. Et donc, il y a beaucoup de capitaux étrangers qui arrivent. Donc il y a beaucoup d'argent au Maroc pour aider à construire le pays et à le développer, parce qu'on est en train de se développer à une vitesse fulgurante. Et du coup, qui dit beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêts internationaux, donc encore plus d'exposition vis-à-vis de potentielles personnes malveillantes. Et
Et puis aussi, un autre sujet, c'est qu'on est aussi le centre, de par notamment notre position géographique, notre stabilité économique, stabilité sociale. On a énormément d'événements internationaux qui ont lieu au Maroc et qui mettent aussi les projecteurs sur le pays. On a la Coupe d'Afrique, on a la Coupe du Monde qui arrive, on a les conférences du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, bref, ça n'arrête pas. Il y a des événements internationaux tout le temps, et ça aussi, ça met les projecteurs sur nous. Et donc, mine de rien, on est très exposé. Donc, je vous disais tout à l'heure, il y a eu une période en 2025 où on était troisième pays le plus attaqué. Il y avait l'Italie, les États-Unis, le Maroc, Israël. Donc, on était vraiment dans une période assez difficile. D'ailleurs, c'était la période où il y a eu l'attaque de la CNSS qui a été communiquée un peu partout. Il faut savoir que cette attaque de la CNSS est venue à un moment où il y a peut-être une cinquantaine, voire une centaine d'entreprises et institutions marocaines qui étaient en train d'être attaquées. Donc on a beaucoup parlé de la CNSS, on a parlé aussi de la plateforme des notaires, Tawtir.ma, qui arrivait un peu après la CNSS. Et il faut savoir qu'il y en a des dizaines et des dizaines en même temps, qui n'ont pas eu autant d'exposition médiatique, mais qui sont quand même arrivés. Et donc c'était un gros sujet pour nous, de par toutes les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Et on a compris que l'impact sur la vie privée des personnes pouvait être assez important à cause d'une cyberattaque. Donc on donne nos données au quotidien à des entreprises, des organisations, on donne à l'opérateur d'eau, à l'opérateur d'électricité, à l'opérateur télécom, on donne nos données tout le temps, au quotidien, et on aimerait qu'elles soient traitées du coup avec le niveau de sécurité suffisant et adéquat pour nous protéger en tant que personne physique et pour protéger les impacts qu'il pourrait y avoir sur notre vie privée. Et d'ailleurs, c'est à ça que sert la loi au Maroc sur la cybersécurité et la loi sur la protection des données personnelles. Elle sert à protéger le citoyen marocain et la stabilité du pays. Mais je vous en parlerai rapidement tout à l'heure. Il faut juste que je vois le timing pour ne pas... OK. Alors... donc beaucoup d'attaques, impact assez important. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est quand on subit des cyberattaques de ce niveau-là, il y a des impacts financiers, évidemment, sur les organisations qui subissent ces cyberattaques, parce qu'elles doivent investir pour se protéger et pour réparer la perte, l'impact opérationnel. On mobilise les équipes et il y a un impact réputationnel important et sur l'image et un impact légal en général. Donc c'est devenu des attaques qui vont toucher l'activité d'une entreprise ou d'une institution et ne pas rester focalisé sur l'aspect informatique. C'est-à-dire qu'à une époque, une cyberattaque, ça impactait l'informatique. Ok, j'avais plus mon application, ma connexion, mes postes de travail. L'impact était vraiment très IT, très informatique. Aujourd'hui, c'est un impact business, clairement. Quand j'ai un problème de cybersécurité, j'ai un problème direct sur mon image, sur mes chiffres, sur mes opérations, sur plein de choses. Et c'est assez important. À CNSS, il y a eu des articles dans le monde entier qui en ont parlé, pour info. Et donc, comme je vous disais, là, j'ai un chiffre de 68% des violations de données sont liées à une erreur humaine. Ce chiffre va aussi entre 65 et 80% en fonction des études. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le vecteur principal des cyberattaques. Et comme je vous disais, impact médiatique, la presse parle tout le temps de ce qui se passe, en tout cas quand c'est des attaques majeures et qu'on a du mal à les contenir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des institutions et entreprises se dotent de dispositifs de gestion de crise. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une optique « je vais me protéger pour ne pas être attaqué ». C'est oui, je vais me protéger pour ne pas être attaqué, mais je vais aussi me préparer quand je serai attaqué. Donc tout le monde a accepté le fait qu'il sera attaqué. Et donc tout le monde se prépare pour quand il sera attaqué, pour bien gérer la crise et maintenir son activité et bien communiquer autour de ça. Ce qui n'a pas été le cas de certaines récentes attaques. Et il faut savoir que dans la cybersécurité, on peut attaquer des entreprises classiques, ou des institutions publiques ou des personnes physiques, mais aussi, on peut aussi attaquer des industries. Et c'est ce qui, en général, a des impacts très importants. Et d'ailleurs, c'est des industries marocaines qui sont de plus en plus ciblées par les cyberattaques. Parce que ce que je peux faire avec une cyberattaque sur une industrie, les impacts sont beaucoup plus sévères que sur une entreprise normale qui va perdre de l'argent. Une industrie, je peux la faire exploser, je peux tuer des gens, je peux impacter l'environnement, je peux déstabiliser un pays. Ça arrivait en Iran il y a quelques années où il y a un virus qui a fait exploser 90 réacteurs nucléaires qui a freiné le développement de 15 ans
de l'Iran sur le sujet nucléaire et qui a été revendiqué par les États-Unis et Israël. Il y a l'Arabie Saoudite aussi qui a subi un virus sur des installations pétrolières qui a détruit les installations pétrolières. Il y a les États-Unis qui ont subi aussi un virus sur un opérateur de distribution d'eau qui visait à empoisonner et à contaminer l'eau de toute la Floride. Bref, les cyberattaques sur les industries ont des impacts vraiment très importants. Et c'est pour ça que d'ailleurs les lois cyber se concentrent énormément sur les industriels, parce qu'il y a un impact sur les vies humaines qui est direct et qui est assez critique. Concrètement et rapidement, pour vous expliquer c'est quoi la cybersécurité, vraiment en quelques mots, sans utiliser de langage technique. En fait, quand je fais de la cybersécurité, je fais 4 choses. Je m'assure que les données que je manipule sont disponibles, c'est-à-dire quand je veux accéder à une donnée, je la trouve, elle est disponible, donc je peux travailler. J'ai besoin d'accéder à la donnée de l'élève, elle est là. Voilà. Donc moi, mon job en tant qu'expert cybersécurité, c'est m'assurer que la donnée soit là quand une personne en a besoin. Premier besoin. Deuxième besoin, c'est de m'assurer que la donnée est confidentielle pour les gens qui n'ont pas le droit d'y accéder. C'est-à-dire si j'ai le droit d'accéder à la donnée, j'y ai accès. Si j'ai pas le droit d'y accéder, elle est masquée. Voilà. Donc deuxième challenge quand je fais de la sécurité, c'est m'assurer que la donnée reste confidentielle pour les gens qui n'ont pas le droit de la connaître. Troisième aspect, c'est ce qu'on appelle l'intégrité. L'intégrité, ça veut dire que je dois m'assurer que la donnée que je donne à mes utilisateurs est une donnée réelle. Elle n'a pas été modifiée frauduleusement par une personne tierce. Et le quatrième aspect, c'est ce qu'on appelle la traçabilité, c'est que je suis capable à tout moment de tracer tout ce qui s'est passé sur mes outils informatiques, mes applications, qui a ouvert quoi, à quelle heure, à quel moment. Pourquoi ? Pour que si jamais je suis attaqué, j'ai les outils nécessaires pour enquêter et voir ce qui s'est passé sur mes systèmes qui a pu provoquer l'attaque. Donc quand je fais de la sécurité, c'est très simple. Je m'assure que les données sont disponibles, confidentielles, intègres et traçables. C'est juste ça. Donc si vous pouvez expliquer à n'importe qui, du coup, en 2 minutes, j'aurais pu utiliser des mots très techniques pour que vous vous disiez « c'est compliqué ». C'est pas compliqué, c'est juste ça. Ok ? Là, Jim Mahdarask. C'est simple. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que la sécurité, on fait au maximum pour diminuer la probabilité d'être attaqué. Mais on ne va jamais arriver à la probabilité 0. Parce que les outils se développent tous les jours, les vulnérabilités existent tous les jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon téléphone il est sécurisé. Peut-être que dans 1 heure, il y a un hacker en Chine qui va trouver la faille, le constructeur m'a arfash. Et donc le constructeur, soit 24 heures peut-être pour corriger dès que la faille. Dès que la fenêtre de 24 heures, alors que tu n'es pas sécurisé. Donc c'est tout le temps comme ça, c'est une course entre les attaquants et les défenseurs. Donc ce que je dois faire, c'est me protéger au maximum et me préparer pour quand je serai attaqué. C'est ça. C'est-à-dire d'avoir tout le temps des solutions de repli et de continuité en permanence. D'ailleurs, nous, par exemple, moi, dans mon entreprise, et toutes les entreprises de sécurité, c'est pareil, en tout cas les grandes entreprises, j'ai une équipe d'experts qui sont au Canada, en France, à Taïwan et au Maroc, et qui surveillent 24 heures sur 24 les applications et les outils de mes clients. Pour leur dire, c'est pour ça qu'ils sont à Taïwan, Espagne, Canada, France, Maroc, pour être sur tous les fuseaux horaires. Et donc l'idée, c'est que si j'ai un client qui se fait attaquer à 3 heures du matin, il y a quelqu'un qui est en train de surveiller pour bloquer le hacker. Donc on n'est pas là pour... c'est-à-dire on met les maximums de choses, et après, si jamais on se fait attaquer, alors on s'entraîne tout le temps pour, en cas de cyberattaque, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu dis ça, toi tu dis ça. C'est ça le monde de la cybersécurité aujourd'hui. Légal, je te sécurise à 100%, là, il y a l'assurance, bien sûr. Il y a des cyberassurances. Mais la cyberassurance, là, c'est une assurance. Tu as été attaqué, mais tu n'as pas l'application il faut être très sécurisé pour que l'assurance te rembourse. C'est-à-dire il faut montrer, déjà l'assurance, elle ne va pas t'assurer si tu ne montres pas un niveau de sécurité important. Et si tu montres que le niveau de sécurité est important, elle va t'assurer. Mais en cas d'attaque, si tu n'as pas démontré que tu avais mis tout en place pour te protéger, elle peut te dire je ne te rembourse pas parce que tu étais mal sécurisé. Par contre, si tu étais bien sécurisé, elle va te rembourser. D'ailleurs, les assurances aujourd'hui, les cyberassurances remboursent les rançons demandées par les hackers. Parce qu'un hacker, il peut te dire, il peut supprimer toutes tes données et te dire donne-moi $1 million si tu veux récupérer tes données. Et ceux qui ont des cyberassurances, justement, se font rembourser dès que le $1 million. Même si nous, on recommande de ne pas le payer.
Donc si j'essaie de transposer les risques de cyberattaque sur le secteur de l'éducation, c'est juste pour vous imaginer que en fait, ça peut avoir un impact direct et c'est pas juste un impact informatique ou technique. Je peux interrompre toutes les plateformes pédagogiques, retarder les examens, difficultés dans les inscriptions, perturbation de la gestion des carrières, des bulletins, parce que au Maroc aussi, du coup, le secteur de l'éducation s'est extrêmement digitalisé. Il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'outils. Je peux perturber ce processus. Je peux supprimer les données ou les modifier et donc faire en sorte qu'il y ait des décisions basées sur des données incorrectes. Donc altérer l'intégrité. Si vous voyez la cybersécurité, là j'ai altéré la disponibilité des données, elles sont plus disponibles, donc je peux plus travailler. Là j'altère l'intégrité des données, je les modifie. Je peux modifier des comptes d'utilisateurs, me faire passer pour quelqu'un d'autre, faire des transactions qui ne sont pas légitimes, modifier les données d'un élève. Enfin bref, je peux faire ce que je veux. Si je récupère le compte d'un enseignant ou le compte d'un administrateur, ben, je peux me faire passer pour lui et faire des actions et rendre plus difficile l'investigation. Perturber les communications internes externes, les flux entre académies, entre établissements, avec le ministère. Et tout ça, bah, ça va faire que la confiance est altérée. J'ai une méfiance qui s'installe, j'ai les parents qui ne sont pas à l'aise, j'ai les enseignants qui ne sont pas contents. Donc ça peut perturber quand même pas mal l'activité pédagogique. Il y a quelques années, pas très longtemps, il y a peut-être 5 ou 6 ans, il y a eu une grosse attaque sur le secteur de l'éducation au Maroc, où il y a eu des milliers de comptes d'enseignants, de parents d'élèves qui ont été piratés, qui sont toujours disponibles aujourd'hui, parce qu'en fait, quand on se fait pirater, qu'est-ce qui se passe? C'est un pirate qui va voler, je sais pas moi, 200 000 données, et il va les mettre en vente sur des réseaux malveillants, ça s'appelle le dark web. Et du coup, là, typiquement aujourd'hui, vous allez sur le dark web, vous n'allez pas le faire, mais je vous dis, je pars sur le dark web, je vais trouver des milliers de comptes d'enseignants marocains avec l'identifiant, avec le mot de passe, avec tout ce qu'il faut pour se connecter. Et c'est pour ça que je dis pas que c'est grave, parce que ça arrive tout le temps. Ça arrive à tout le monde. Donc c'est pas ça qui est grave. Parce que ça, c'est limite, c'est, j'allais dire, difficile de l'en empêcher. On peut l'en empêcher, évidemment, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est difficile. Par contre, ce qui est grave, c'est de ne pas en avoir conscience. Parce que si on en a conscience, bah, c'est pas grave, ok, bah, on s'est fait attaquer, bah, on demande à tout le monde de changer les mots de passe, on change les outils, on met à jour les comptes, et du coup, le hacker, il peut avoir le mot de passe qu'il veut, bah, c'est pas grave, on l'a changé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on demande tout le temps de changer les mots de passe tous les 3 mois, de mettre des mots de passe complexes. C'est-à-dire, moi, quand je mets un mot de passe simple, ben, hacker, en quelques minutes, il le pirate. Donc, c'est pour ça qu'on demande des mots de passe complexes, pour leur compliquer la vie. C'est pour ça qu'on demande de changer les mots de passe, parce que un mot de passe, ça se perd. Et c'est pour ça qu'on demande de ne pas mettre les mêmes mots de passe partout. Parce que si je mets le mot de passe de la plateforme de l'enseignement, je mets le même sur un site d'information X qui est très peu sécurisé, ben, dès que le site il va se faire pirater, le hacker, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le mot de passe et il va le mettre dans les plateformes plus professionnelles. Bien sûr, ce que je vous dis, tout le monde met le même mot de passe partout, tout le monde met des mots de passe simples, mais bon, il y a des techniques pour éviter. On peut ok, garder la question, et tout à l'heure, je vais prendre quelques minutes pour prendre toutes les questions, comme ça reste. Mais gardez la question, je reviens tout à l'heure. Ok. Donc, je vous disais tout à l'heure, cadre légal réglementaire. Bah, le monde entier, j'ai pris quelques exemples, le monde entier a mis en place des lois pour protéger les données de ses citoyens et pour protéger les entreprises et les institutions de ces pays, pour cadrer l'usage de l'intelligence artificielle aussi, et le Maroc également. Du coup, au Maroc, on a des choses, donc je ne vais pas rentrer dans le détail pour que ça ne fasse pas présentation juridique, mais je vais juste vous parler de ce qui existe. On a une loi qui s'appelle la loi 0908 sur la protection des données personnelles, qui existe depuis un certain temps, qui
qui définit le cadre de gestion de données personnelles pour toutes les entités morales du pays, qu'elles soient publiques ou privées. Donc tout le monde est concerné par cette loi. Il y a la loi 0520 sur la cybersécurité. Donc là, c'est une loi qui ne concerne que le public, le secteur public, dans son entièreté, plus ce qu'on appelle les infrastructures d'importance vitale. Ça veut dire qu'au niveau du Royaume du Maroc, il y a le décret d'application de cette loi qui a défini un certain nombre de secteurs qu'on considère vitaux pour la nation. Le secteur bancaire, le secteur des énergies, les mines, les télécoms, les assurances. On a dit les secteurs, c'est vital. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dit c'est-à-dire quand je dis les secteurs, que ce soit public ou privé. On ne rentre plus dans le public-privé. Ensuite, on a dit, OK, secteur bancaire, alors, la banque, infrastructure d'importance vitale. Secteur énergie, l'industrie, importance vitale. Donc, on a fait ce boulot. Les listes sont évidemment confidentielles. Ce travail a été fait sur tous les secteurs vitaux. Tous les dirigeants de ces entreprises ont reçu un courrier de la Défense nationale pour leur dire félicitations, vous êtes infrastructure d'importance vitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont dû mettre en place, et ils continuent à mettre en place, des systèmes extrêmement robustes de cybersécurité pour protéger le pays. Et on leur a surtout dit, OK, toi, tu es une infrastructure d'importance vitale, tu vas me déclarer, à moi, la Défense nationale, tous les systèmes que tu utilises qui peuvent, si jamais ils sont attaqués, avoir un impact pour le pays. Mais pour le pays. Tu vas impacter la sécurité de la population, tu vas impacter la santé de la population, tu vas impacter des finances de l'État, tu vas impacter la stabilité sociale de l'État. C'est pour vous donner l'importance des données que les entreprises manipulent aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui, en cas d'attaque, peuvent impacter autant de choses. Et donc tout le monde a déclaré à la défense tout ça, et donc la défense surveille ce qui se passe sur ces systèmes d'information en continu, 24 sur 24, 7 jours sur 7, et demande un certain niveau de sécurité à respecter. Et donc, la loi, du coup, elle est pilotée par, comme je vous disais, la Défense nationale. C'est un organe qui s'appelle la DGSSI, Direction générale de sécurité des systèmes d'information, qui dépend de l'administration de la Défense nationale, et qui a sorti un texte qui s'appelle la DNSSI, Directive nationale de sécurité des systèmes d'information, donc qui est les guidelines à suivre pour se sécuriser, et qui a même sorti un décret relatif à l'usage du cloud dans le secteur public. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on considère que si tu manipules des données sensibles, que je considère sensible en tant qu'État marocain, ça veut dire une donnée qui, lorsqu'elle fuite, peut provoquer un impact critique pour le pays, ce que je disais tout à l'heure, les finances, la stabilité, la sécurité, la santé. Je considère que ces données doivent rester sur le territoire marocain. Donc tu veux aller sur le cloud, marhaba, ou les données sensibles, ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois dans les autres pays, par exemple les États-Unis, parce que c'est les premiers concernés par ça. Il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle le Patriot Act, qui autorise l'État américain à demander les données de n'importe qui est sur les infrastructures américaines, à des fins de défense nationale. Donc Trump il peut se réveiller et dire OK, avec le système de tijari اللي عندك هنايا في San Francisco, اعطيني les données. Je dis tijari ou اي شركه مغربيه ولا عالميه. Et donc ça, c'est pour ça qu'on a décidé ça. On leur a demandé du coup de garder les données sensibles chez nous. Voilà, donc la loi 0520, il y a des sanctions financières, des sanctions pénales. Comme je vous disais, c'est le public, c'est ce qu'on appelle les IIV, donc infrastructures d'importance vitale. Donc ils doivent tous faire des analyses de risque de leur système d'information, classifier leur système et déclarer tous ceux qui sont sensibles à la défense, faire des audits, détecter les incidents de sécurité et faire ce qu'on appelle la continuité d'activité. Ça veut dire avoir des dispositifs suffisants qui montrent que même s'ils se font attaquer, là, ils vont maintenir leur activité. Et surveiller toute l'externalisation. Alors, je vous le fais rapidement parce que sinon on ne va pas finir.
Et puis ça, c'est la loi 0908 sur les données personnelles, qui existe depuis 2009. Ouais, voilà, 2009, qui est gérée par la CNDP, Commission nationale de protection des données personnelles, qui vise à garantir que les données personnelles des citoyens marocains sont bien manipulées par les entreprises, et qui classifie les données personnelles en données classiques, de type nom, prénom, identité, adresse mail, c'est ce que vous voyez sur la droite ici, et les données sensibles, qui sont des données sur les données de santé, les opinions politiques, l'appartenance syndicale, données religieuses. Et quand on commence à creuser, on se rend compte qu'en fait, il y a plein d'entreprises qui manipulent des données sensibles, voilà, sans forcément leur accorder l'importance qu'il faut. Par exemple, je prends juste un exemple d'une banque. Bah, elle a des données religieuses, la banque. Pourquoi elle a des données religieuses? Parce que quand il y a quelqu'un qui décède, qui a un compte bancaire, et ben la banque doit s'assurer de répartir l'héritage selon les rites religieux de la personne qui est décédée. Et donc, si c'est une personne de confession juive, ils ont certificat, attestation de judéité de la personne, ou islam ou autre. Okay, donc, ça, c'est une donnée sensible, par exemple. Et on ne se rend pas compte que les entreprises la manipulent. Du coup, la CNDP, pareil sur cette partie données sensibles, il y a deux choses intéressantes peut-être à savoir. Allez, trois. Sur les lois internationales, sur la protection des données personnelles, la loi la plus stricte, reconnue comme étant la plus rigide, c'est la loi européenne. Elle est plus stricte que toutes les lois, que la loi américaine. D'ailleurs, aux États-Unis, c'est un foutoir sans nom. Chaque État a sa loi, chaque secteur, chaque moyen. C'est vraiment un peu le bazar. Mais en Europe, il y a le règlement général de protection des données, et c'est le règlement le plus complet et le plus strict, et qui s'applique dans le monde entier, pas qu'en Europe. C'est-à-dire que toutes les entreprises marocaines qui manipulent des données de citoyens européens, et il y en a une tonne, doivent respecter le règlement. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il y a, pour parler des différences qu'on a entre la loi marocaine et ce genre de règlement, la plus importante, c'est une notion, vous savez, sur les données personnelles, chaque citoyen a des droits sur ces données. Il a droit, c'est les droits qu'il y a écrits ici, droit de la personne. Il a droit d'information, il a droit de s'informer sur les données qu'on manipule sur lui, droit d'accès, il a droit d'accéder aux données, droit de rectification, il a droit de modifier les données, et droit à l'opposition, il a droit à s'opposer à ce qu'on manipule les données pour une finalité particulière. Il peut dire oui, peut-être que mes données, mais ma tseftiage des clés pub, marketing, machin, ça c'est le droit d'opposition. Et puis la prospection, c'est pas un droit. En Europe, il y a un autre droit qu'on n'a pas au Maroc, qui s'appelle le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est quoi? C'est si je suis citoyen européen, je peux aller chez une entreprise qui manipule mes données et lui dire je veux que vous m'oubliez. Donc, supprimez tout ce que vous avez sur moi, sur votre système d'information. Au Maroc, on n'oublie rien. Donc, par contre, les entreprises marocaines qui manipulent des données de citoyens européens, pour en avoir accompagné plusieurs, ils ont été obligés de faire ça. Et ils n'ont pas fait, bon, même s'ils voulaient le faire, ils n'ont pas finalement fait pour les Européens droit à l'oubli possible, pour les Marocains non. Ils ont fait ça pour tout le monde. Donc ça, c'est une différence importante, je trouve. Autre chose importante, si je veux transférer des données personnelles de citoyens marocains à l'étranger, donc sur un cloud ou l'envoyer à quelqu'un Fchibled, eh ben, la CNDP a émis une liste de 25 pays autorisés. Au-delà des 25 pays, c'est interdit. Tu n'as pas le droit de le faire. Les États-Unis, par exemple, ne sont pas autorisés. La Chine n'est pas autorisée. Les 25 pays, c'est principalement en Europe. Donc voilà. Voilà ce qu'il y a d'intéressant à dire, je dirais. Je vous ai mis quelques exemples d'attaques dans le secteur de l'éducation, dans le monde, juste pour vous dire que c'est un sujet global, du coup. Il y a eu aux États-Unis en 2020 un virus qui a impacté toutes les écoles publiques de la région de Baltimore, où plus rien ne fonctionnait pendant un certain temps. En France, tous les outils numériques de l'Île-de-France qui étaient indisponibles en 2021
Vous voyez, attaque par DDoS, ça c'est des termes techniques pour perturber, mais en gros ça veut juste dire que c'est une attaque qui rend indisponible un système. Donc plateforme pédagogique inaccessible pour des milliers d'élèves et enseignants. Donc pareil, on a désorganisé un peu tout ça. En Allemagne, c'était, je pense, la même chose, interruption des services. En Écosse, il y a eu 13 écoles, 13 écoles secondaires, 69 primaires et 61 nurseries impactées par un virus qui a fait qu'il y a eu un impact national qui a mis à mal tout le réseau éducatif ou une grande partie du réseau éducatif du pays. Donc c'est des choses qui arrivent. Et en 2025, le secteur éducatif a été le plus attaqué en Afrique. Donc devant le secteur bancaire, devant le secteur industriel, devant tous les autres secteurs, le secteur le plus attaqué en Afrique en 2025, c'est l'éducation. Et puis maintenant, avec l'IA, comme je vous disais tout à l'heure, c'est devenu hyper facile. Il y a même des services en vente maintenant, où des pirates vendent leurs services pour permettre aux gens qui ne savent pas attaquer, d'attaquer pour eux. Donc les pratiques ont changé, hein, usage des outils numériques, les environnements numériques pour les élèves, beaucoup d'interactions numériques et beaucoup de ressources en ligne qui sont mises à disposition du coup dans le secteur de l'éducation. Tout ça, ça fait qu'il y a des risques liés aux usages pour les enseignants, il y a des risques pour les élèves. Je peux avoir ce qu'on appelle des phishing ciblés. Un mail de phishing, c'est quand je vous envoie un mail pour vous pousser à cliquer sur un lien ou à télécharger la pièce jointe qui fait que j'ai accès à votre PC ou là à votre compte ou là je récupère quelque chose qui va m'être utile. Ça, c'est la technique d'attaque la plus populaire et la plus répandue. Donc ça arrive beaucoup. Compromission de compte, du coup, après je peux voler les identifiants et utiliser les comptes d'enseignants sans qu'ils s'en aperçoivent. Je peux obtenir des documents pédagogiques et les diffuser involontairement, des données sensibles. Je peux retarder des examens nationaux, par exemple, ou la communiquer publiquement des examens nationaux. Et puis, j'utilise en général souvent des équipements qui ne sont pas nécessairement sécurisés parce qu'on ne m'a peut-être pas dit de le faire, ou là, je ne sais peut-être pas le faire, tout simplement. Où typiquement, je vais me connecter sur des Wi-Fi publics. Je vais aller dans un café, dans un restaurant, dans un hôtel, n'importe où. Je vais me connecter au Wi-Fi public. Là, beaucoup de pirates passent leur vie à se connecter au Wi-Fi public juste pour récupérer les données de tous les gens qui se connectent. Donc là, c'est moins sécurisé, tu m'as partage connexion 4G, il n'y a pas mieux. Risque de cybersécurité lié aux élèves aussi. Les réseaux sociaux font qu'ils partagent beaucoup d'informations personnelles et ils ne se rendent pas compte que ces informations personnelles sont très utiles pour les attaquants pour les atteindre. Moi, je vais envoyer un mail de phishing à quelqu'un pour essayer de le convaincre de cliquer sur un lien. Si je sais qu'il était à Marrakech la semaine dernière, tel hôtel, il a mis les photos sur Instagram ou Facebook, je vais lui faire un mail. Bonjour, comment ça va? كنت معاك في مراكش في l'hôtel فلان راك نسيتي شي حاجة شوف التصويرة واش هي اللي نسيتي. Bien sûr, tu vas cliquer. Tu vas te dire كيفاش عرفني كنت في مراكش وكنت في l'hôtel فلان وماشي. Donc tu vas cliquer juste par curiosité. Donc plus je mets d'informations personnelles, plus je facilite la tâche aux attaquants. Et le truc qui est encore plus fou, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ils n'ont même plus besoin de faire des efforts. Ils connectent les pages de réseaux sociaux sur son outil IA, ça rédige les mails automatiquement, ça contextualise, et c'est parti, quoi. Et en plus, les mails sont très bien écrits. Les questions après. D'abord, j'ai refusé la question C. Ok. Je peux télécharger des applications qui ne sont pas sécurisées. Enfin bref, vous avez compris l'idée. Et le cyberharcèlement aussi, c'est un sujet dans l'éducation qui est assez important. En gros, qui nous attaque? Je vais essayer juste de laisser un temps aux réponses. En général, les attaquants, ils ont plusieurs profils différents. Je vais me concentrer sur les plus importants. Il y a les hackers. En gros, les hackers, c'est des gens qui sont passionnés par ça et qui ont. Il y a les hackers malveillants et il y a les hackers éthiques. Les hackers éthiques, c'est les hackers qui ont les compétences pour pirater, mais qui le font pour le bien.
Donc eux, en général, ils sont motivés par l'argent parce qu'ils peuvent récupérer beaucoup d'argent avec ça. L'industrie des cyberattaques, c'est 5 fois l'industrie de la drogue dans le monde en termes de volume financier. Donc c'est beaucoup de zéro. Il y a des collectifs, c'est des hackers qui se regroupent ensemble pour attaquer. Par exemple, Jabarut sur la CNSS, c'est le nom d'un collectif, mais il y en a plein d'autres. Il y a les gouvernements qui attaquent beaucoup. Avant, les gouvernements étaient là pour se défendre. Depuis quelques années, maintenant, tout le monde a des équipes offensives. Donc les gouvernements attaquent avant même de se défendre. Que ce soit le Maroc, ou les États-Unis, ou la France, ou la Aïd, ou la Araftuha, ça attaque. Les amis, les ennemis, tout ce que tu veux. Tout le monde attaque tout le monde. Parce que ça peut accélérer des contrats, intelligence économique. Je suis un pays, je veux gagner un contrat dans un autre pays, même si c'est mon ami, je peux pirater ces entreprises pour essayer d'avoir une information privilégiée, par exemple. Les employés malveillants, des fois j'ai des employés qui donc il va profiter de ses connaissances pour me nuire. Il y a ce qu'on appelle les cyberterroristes aussi, c'est ceux qui font les attaques sur les industries en général, qui sont plus motivés par leur idéologie. Et puis des espions industriels qui veulent voler de la donnée. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que les motivations en général, c'est soit l'argent, soit l'idéologie, c'est-à-dire que je veux pousser mes idées à moi. Par exemple, l'attaque de la CNSS, pour la citer encore une fois, aucune motivation financière. Ils n'ont pas demandé un dirham. Ils ont pris les données, ils les ont publiées. Ça, c'est des attaques idéologiques. C'est à des fins de déstabilisation politique, géopolitique d'un pays, que je viens foutre le bazar. Yalak, presque. Okay, ou parfois c'est juste le défi. Il y a des collectifs qui veulent se dire ok, on va voir si on est capable de pirater flan ou la flan, et donc il y a un petit challenge entre hackers pour voir qui est plus fort que l'autre. Ok, donc quelques bons réflexes à adopter rapidement pour prendre le temps de discuter un petit peu. Les mots de passe, je vous en ai parlé. Mots de passe, je change souvent, je mets pas le même partout. Et je fais des trucs un peu complexes. Technique pour faire un mot de passe complexe, peut-être. Bon, déjà, il y a des outils qui existent qui s'appellent des coffres-forts de mots de passe. Vous pourrez chercher. Le plus connu s'appelle KeePass. C'est des outils qui stockent vos mots de passe de manière sécurisée. Vous avez à retenir qu'un seul mot de passe et qui vous communique les mots de passe de vos différents sites à chaque fois. Je ne sais pas si vous voyez là. Hop. Par exemple, là, quand je vois ça, ça a l'air d'être un mot de passe complexe. Il y a tout ce qu'il faut, majuscules, minuscules, caractères spéciaux, chiffres, machin. Donc je me dis, ouais, je ne vais jamais me souvenir de ça. Si j'ai que des mots de passe comme ça, c'est foutu. Sauf que la technique, c'est de le lire à voix haute. J'ai acheté 8 CD pour 100 € cet après-midi. C'est ça la technique. C'est je fais des phrases. Je fais des phrases et je retiens que des phrases. Et dans mes mots de passe, je mets les premières lettres de chaque mot de la phrase. Et voilà. Et en général, en plus, on a les caractères avec les numéros et tout. Donc si je mets juste une phrase déjà, elle va être très complexe quand je vais la voir, donc très difficile à deviner, et moi je vais la retenir facilement. Une petite technique comme ça pour avoir des mots de passe complexes. Et là-bas, c'est les durées qu'il faut à des pirates pour pirater vos mots de passe. Donc vous voyez que plus le mot de passe est complexe, plus il leur faut de temps. Et si vous voulez un truc sympa dans 10 ans, il y aura certainement l'ordinateur quantique. Et en fait, quand on fait de la sécurité, qu'est-ce qu'on fait? On met des problèmes mathématiques très difficiles à résoudre pour protéger l'information. On fait du chiffrement. Donc quand je chiffre quelque chose, je mets juste un algorithme très compliqué à déchiffrer et qui nécessite une puissance de calcul extrêmement importante pour être déchiffré. Sauf qu'avec l'ordinateur quantique, il va résoudre des problèmes mathématiques en quelques secondes. Et donc ce qui nécessite des milliers d'années pour être déchiffré aujourd'hui avec l'ordinateur le plus puissant du monde, dans 10 ans, ça va prendre à peu près moins d'une minute. Donc on passe de milliers d'années à moins d'une minute. Donc ça veut dire que les réseaux de chiffrement mondiaux seront mis à mal par l'ordinateur quantique. Mais bien sûr, il y a des chercheurs qui bossent dessus. Il y a déjà 3 algorithmes de chiffrement post-quantique. Ça veut dire des algorithmes qui sont capables de résister à un ordinateur quantique, qui ont été publiés par un organisme américain. Donc on bosse dessus, il faut juste en avoir conscience. Réseaux sociaux, je vous ai déjà parlé un peu de ça. Je ne raconte pas ma vie sur les réseaux sociaux.
Je peux raconter ma vie à mes amis autrement. Je fais attention, je vérifie les paramètres de confidentialité, pas de profil public. J'évite les Wi-Fi publics, comme je vous ai dit, c'est assez important. Ok. Bon, ça, c'est pas grave. Le téléphone, il y a encore des gens qui mettent pas de mot de passe sur leur téléphone. Bon, on commence par ça. Si on peut avoir un antivirus, il y a plein d'antivirus gratuits aujourd'hui que je peux installer sur mon téléphone. Ça aussi, c'est pas mal. Ça me sort des alertes de temps en temps quand j'ai des comportements peu sécurisés. Et les mises à jour, très important. Si vous retenez déjà les 3 trucs, mise à jour, c'est quoi? Quand vous recevez la mise à jour du téléphone, et que vous regardez mise à jour et que vous posez le téléphone pendant 3 mois avant d'installer la mise à jour, alors pendant les 3 mois, le téléphone il est vulnérable. Parce qu'en gros, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit tout à l'heure, les attaquants découvrent des failles. Et la faille va lui permettre peut-être d'accéder à tout le contenu du téléphone. Et le constructeur, il publie une mise à jour pour empêcher l'attaquant d'accéder, d'exploiter dès que la faille. Donc, tu as mise à jour, veuillez installer la mise à jour. 80% des mises à jour que le téléphone vous donne, c'est des mises à jour de sécurité. 80%. Et donc, tant que tu n'as pas installé la mise à jour, là, ton téléphone il est exposé à la vulnérabilité. Téléphone, PC, أي حاجة اللي يطلبت لك la mise à jour. Les bureaux, je fais attention à mon bureau. J'essaie d'avoir un bureau propre. Ça veut dire quoi un bureau propre? Ça veut dire peu d'informations confidentielles accessibles. Nous, parfois, on a des entreprises qui nous demandent de nous balader dans les locaux pour essayer de voir les informations confidentielles qu'on peut obtenir facilement. Parce que les gens laissent des documents traîner sur le bureau. Quand tu pars pas chercher l'imprimante, donc il n'y a pas de chef l'imprimante. Tu laisses le PC déverrouillé, tu laisses une clé USB sur le PC, et là, si je vous prends un exemple ici de tous les mauvais comportements que je peux avoir sur un bureau, j'ai essayé d'en mettre pas mal. J'ai une imprimante en bas à gauche avec des documents posés sur l'imprimante que j'ai pas récupéré. J'aurais pu mettre le PC. Ouais, j'ai un PC allumé à droite, donc il n'est pas verrouillé alors que je suis pas à mon bureau. J'ai des documents sur le bureau. J'ai des clés USB. J'ai une poubelle remplie. J'ai des post-it avec le mot de passe sur l'écran du PC. J'ai un badge d'accès à disposition. J'ai une armoire censée être fermée à clé, mais avec la clé au-dessus de l'armoire, donc ça sert à rien. C'est des choses qu'on voit au quotidien et qui font que je vais me dire je sais pas quoi. C'est juste des réflexes qu'on peut développer au quotidien pour savoir que là, ça arrive, les vols de données arrivent, et j'ai pas besoin de me dire je suis pas une cible, c'est pas grave s'il a ma donnée. J'adopte une bonne hygiène au quotidien, c'est déjà pas mal. Bon, quand je me déplace aussi, je fais attention. Bon, pas tous ces messages ne sont valables ici dans notre contexte. Le seul truc que vous pouvez retenir dans les déplacements, c'est que j'évite de me connecter au Wi-Fi public, bien sûr. Quand je suis en train de travailler dans des zones publiques sur un sujet potentiellement confidentiel, il faut savoir que quand je suis posé dans un café ou là, dans un train ou la gare ou la tout le monde a accès à l'écran de mon PC. Donc j'essaie d'éviter cette situation. Il y a ce qu'on appelle des filtres de confidentialité qui permettent de cacher mon écran pour les gens qui sont autour. Et aussi, vous n'imaginez pas la source d'information que sont les cafés au Maroc pour des pirates informatiques. Je veux accéder à une donnée d'une banque ou une entreprise. Je vais aller au café en face du siège. نهار كامل وغتبقى في اخبارك داك البروجي هذا اللي داه لا هذا اللي داه وبشحال داه كذا وهذاك شنو دار toute la journée les gens s'assoient et parlent. Donc quand je parle, les gens autour de moi enregistrent ce que je dis. Tu sais quoi, et donc ceux qui ont besoin de l'information, souvent ils vont dans des zones à proximité de leur cible pour attendre que les gens s'assoient et parlent. Et ils retiennent. Les caméras شاد لك لا كاميرا ما دار لك هو جالس كيشرب قهوته وكيسمع هذا ما دار لك لا كاميرا. Les caméras, pardon. Ça, en général, c'est pas la source. C'est pas la source de fuite de données. Non. Même si, c'est la source d'autres choses. Par exemple, le musée du Louvre l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, ils se sont fait cambrioler. Les attaquants, ils ont pu
étudier les dispositifs de sécurité du musée parce qu'ils ont piraté le système de vidéosurveillance. Et comment ils l'ont piraté? Mot de passe du système de vidéosurveillance, le Louvre. C'était le mot de passe des caméras. Ok, donc les attaques principales, c'est les attaques d'ingénierie sociale. Ingénierie sociale, ça veut dire que je vais profiter de la cupidité, de l'ignorance des gens pour les pousser à cliquer sur des liens, à me donner accès à leur équipement informatique. Donc il y a plein de techniques différentes. Le phishing, c'est la plus connue. Je vais t'envoyer un mail pour te pousser à cliquer. Il y a ce qu'on appelle le spear phishing. C'est la même chose que le phishing, c'est juste que là, je suis ciblé. C'est-à-dire une campagne de phishing va être globale. On va envoyer des mails à des milliers de personnes et on va voir qui va tomber dans le panneau. Le spear phishing, j'ai une cible particulière, je vais l'étudier, je vais me renseigner sur elle pour faire quelque chose vraiment d'adapté et le pousser à me donner accès à son système d'information. Il y a le smishing, c'est la même chose mais par SMS. Je vais recevoir un SMS avec un lien pour cliquer. Il y a eu beaucoup de clients CIH l'année dernière qui ont été impactés par une campagne d'attaque smishing. Donc il faut être vigilant même sur les SMS. Et il y a de plus en plus d'attaques maintenant, même si c'est un peu plus compliqué sur WhatsApp. Donc il faut faire attention aussi à WhatsApp. Il y a le vishing. Le vishing, c'est par téléphone. Donc je t'appelle et je me fais passer pour quelqu'un et je te pousse à me donner de l'information, numéro de carte bancaire, machin, je sais pas quoi. L'attaque de la CNSS, c'est le genre d'attaque qui augmente la probabilité de ce type d'attaque. Pourquoi? Parce qu'il y a toute la base de données de la CNSS qui a fuité. Donc dans la base de données, j'ai le nom, prénom des gens, numéro de CIN, date de naissance, numéro de téléphone, l'adresse, la totale. Donc je peux t'appeler, te dire bonjour, alors pour valider ton identité, la CIN ديالك, l'adresse ديالك, le téléphone ديالك, et toi tu es en confiance, tu te dis oui, je parle effectivement à Tessat al-Maghreb. Donc il faut faire attention à ça. Alors aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, il faut savoir qu'on peut vous appeler avec la voix de quelqu'un que vous connaissez. Donc c'est pas que juste quelqu'un qui va t'appeler, c'est-à-dire je peux. Bon après il faut que la voix soit disponible, la voix que je vais copier sur internet, peut-être dans une vidéo, là dans un message audio WhatsApp, j'en sais rien. Mais si j'ai la voix de quelqu'un que vous connaissez, là je peux vous appeler, me faire passer pour votre frère ou votre sœur ou اي واحد نقول لك راني حاصل صيفط لي 1000 dirhams, je sais pas quoi. Toi tu vas te dire راك نهضر مع خويا. C'est parti. Je finis tout de suite et il y a les questions. C'est ce que j'allais dire. Donc il y a le vishing et il y a le deepfake. Le deepfake, c'est la même chose, mais avec la vidéo aussi. Donc ça veut dire que je peux prendre la voix et le visage d'une personne que je veux attaquer. Donc c'est ça exactement. Il y a un directeur financier d'une banque à Hong Kong qui a fait un virement de 14 millions de dollars vers les hackers parce qu'il pensait que c'était son PDG qui était en train de lui demander de faire le virement, qui a dans la vidéo. Il a viré 14 millions de dollars. Et les attaques de deepfake sont de plus en plus fréquentes. Il y a le président de Tigeri qui a été deepfaké il y a 5 ou 6 mois. Ils ont pris son visage, ils ont fait une vidéo, ils ont fait une collecte de dons en son nom. Au président, tailgating, c'est quand vous voulez rentrer quelque part dans une zone sensible et qu'il y a quelqu'un derrière vous qui vous dit fais attention, je connais ça, fais une radie. On n'ouvre pas à n'importe qui. Voilà, ça je vous l'ai dit à l'oral. Ça, c'est pas la peine. Alors la principale chose à laquelle il faut faire attention pour ne pas cliquer sur un mail phishing, c'est-à-dire qu'à l'époque on disait le mail, il y a plein de fautes d'orthographe, il est mal écrit, ça n'existe plus parce qu'ils sont écrits avec l'intelligence artificielle, donc le mail il est très bien écrit. Donc ça, il n'y a plus ça. Il faut juste faire attention aux leviers qu'utilisent les attaquants. Les leviers qu'ils utilisent, c'est un levier d'urgence. Ça veut dire il va vous demander de faire quelque chose rapidement. Levier de sanction, il va vous dire ou levier de récompense. Par exemple, quand il y a des grands événements, c'est souvent utilisé. Par exemple, la Coupe d'Afrique, il y a eu plein d'attaques phishing. Tu veux gagner des places pour le match, flani, shark معنا, tombola, je sais pas quoi. 80% des cas, c'est des attaques. Donc, récompense, sanction, urgence. Vous voyez ces 3 critères, au moins ça vous met la puce à l'oreille, vous vous dites, oh, c'est quoi ça? Je vérifie l'adresse mail qui m'envoie, est-ce que je connais, est-ce que je connais pas, etc. Et si jamais je sens que c'est le dernier slide, que je subis une attaque, mon ordinateur ralentit, mon ordinateur chauffe, les applications ne marchent plus trop, ça s'ouvre pas, ou là j'ai carrément le message d'un hacker qui s'affiche sur mon écran, j'en sais rien. En général, quand j'éteins l'ordinateur dans ces cas de figure, ça supprime toute capacité d'investigation à un expert qui pourra vous dire ce qui s'est passé.
Donc j'essaie, la meilleure chose à faire, c'est de déconnecter d'Internet pour permettre une investigation et pour ne pas supprimer ce qui s'est passé pour pouvoir investiguer. 2 minutes, parce que j'ai commencé un peu en retard, si vous voulez poser des questions. Mais vraiment, je prends 2 questions, quoi. Bonjour tout le monde. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait qu'on doit changer nos mots de passe. Donc ça, c'est évident. Récemment, on nous a ajouté l'application Authentificator pour l'accès à nos données, à notre mail institutionnel. Et donc, si on utilise Authentificator, est-ce qu'on aura la possibilité de ne pas changer nos mots de passe de manière fréquente? Est-ce que ça suffit d'avoir Authentificator? Voilà. En fait, pour sécuriser une authentification, donc une connexion à un système, il y a ce qu'on appelle l'authentification forte. Authentification forte, ça veut dire que j'ai au moins 2 facteurs d'authentification. Un facteur d'authentification, c'est quoi? C'est ce que je sais, ce que je suis, ce que je possède. Ce que je sais, c'est mon mot de passe. Donc ça veut dire que c'est moi qui connais le mot de passe. Donc ça, c'est ce que je sais. Ce que je suis, en général, c'est tout ce qui est biométrique. Je me connecte avec les yeux, avec l'empreinte, avec le visage. Tout ça, c'est ce que je suis. Et ce que je possède, c'est je possède mon téléphone, je possède une clé. Et donc, ça me permet de, par exemple, Google Authenticator, ben, il est sur mon téléphone. Donc, je combine ce que je sais, à savoir le mot de passe, avec ce que je possède, à savoir l'authentificateur. Donc, c'est 2 méthodes qui me permettent d'avoir l'authentification forte. Si j'en ai une des 2, ça casse un peu le mécanisme d'authentification forte. Donc, c'est toujours nécessaire d'avoir les 2 et c'est toujours nécessaire de changer le mot de passe parce que si jamais il y a un des 2 mécanismes qui est compromis, ben, au moins je me protège un peu plus en maintenant la sécurité de l'autre mécanisme. Et il y a une technique d'attaque très connue qui s'appelle MFA Fatigue, où je vais vous inonder de authentification Google Authenticator. Un jour, à 18h, vous allez être posé, votre téléphone ne va pas arrêter de recevoir Google Authenticator, valider. Et vous allez en avoir tellement marre que vous allez cliquer sur valider pour que ça s'arrête. C'est une attaque qui s'appelle MFA Fatigue. Les hackers ont attaqué Uber avec cette attaque. Cyberattaque? Oui. Surtout pour le secteur bancaire. Oui, il y a des assurances qui existent, des cyberassurances. La plus connue, en tout cas la plus utilisée au Maroc, c'est une assurance américaine qui s'appelle AIG, mais qui est revendue, entre guillemets, à Wafa Assurance et à Agma, je pense, de mémoire, qui propose ça aux entreprises et qui permet de se couvrir contre des dommages, contre des cyberattaques. Dernière question, et puis j'arrête parce que j'ai un peu tardé. Donc là, c'est bon? C'est bon? Il y a le prochain intervenant, je ne sais pas où il est. S'il est là, je le laisse parler. Salam alaikum. Alors, je vais poser des questions, 3 questions qui ont. Il y a quelqu'un d'autre après moi. D'accord. Alors, comment, parce que je les ai déjà notés, comment les pratiques de cybersécurité, comme la protection des données et la gestion des accès, peuvent-elles contribuer à prévenir ou réduire les risques de cyberharcèlement chez les élèves? Quelles compétences numériques et règles de cybersécurité devraient être intégrées dans les programmes scolaires pour sensibiliser les élèves au cyberharcèlement et les protéger efficacement en ligne? Et la troisième, quels sont les risques liés à l'utilisation de l'empreinte digitale pour sécuriser un téléphone ou un compte en ligne et comment ces risques se comparent-ils à l'usage d'applications d'authentification? Peut-être les 3 questions. Oui, les 3, parce que ils ont. Alors, pour les élèves, déjà, il faut les sensibiliser comme ce qu'on vient de faire, en fait. Je pense que c'est hyper important. Il faut les sensibiliser au risque du cyberharcèlement, ce que ça veut dire, comment ça se manifeste, qui sont les acteurs, quels sont les signaux de détection de ce type de malveillance. Donc je pense que le fait uniquement de les sensibiliser, c'est déjà beaucoup, et c'est déjà très bien. Donc sensibiliser aux risques, aux techniques et aux moyens de détection. Après, il y avait une question sur les empreintes digitales. Ça, c'est en général, quand on utilise l'empreinte pour se connecter sur le téléphone, elle est stockée sur le téléphone. Donc, on va dire que ça reste acceptable.
même si parfois il y a des systèmes qui peuvent garder une partie de l'empreinte ou autre, mais en tout cas, sur le téléphone, ça reste acceptable. Au-delà, c'est assez cadré par la loi 0908 qui considère que c'est une donnée sensible et qui n'autorise pas les entreprises ou les institutions à manipuler les empreintes. Et qui demande à ce que si c'est fait pour des besoins justifiés, donc il faut justifier d'abord que le besoin est là, que ce soit fait de manière non centralisée. Et donc, par exemple, je veux donner un accès biométrique à des individus, ben, je vais lui donner peut-être un badge avec, et le badge va stocker la moitié de l'empreinte, et mon dispositif l'autre moitié de l'empreinte. Et quand je mets les deux, ça permet de diminuer un peu le risque. La première question, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais pas si j'ai répondu ou pas. Contrôle d'accès, c'est ça, hein. Bon, je ne vous entends pas, mais je pense que c'était un truc sur la protection des... Oui, c'est-à-dire l'intégration dans les programmes scolaires. C'est-à-dire que moi, je pense... Alors, ce que je peux vous dire sur ça, déjà, qui est un grand pas, c'est que la prise de conscience est là au plus haut niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la DGSSI, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc Direction Générale Sécurité des Systèmes d'Information, ils ont fait une stratégie cybersécurité nationale 2030. Ils l'ont sorti, je pense, l'année dernière. Et il y a, je pense, 4 piliers dans la stratégie. Et un des 4 piliers, donc c'est assez important quand même, c'est de sensibiliser les élèves du plus bas âge jusqu'à... Enfin, dans leur scolarité, quoi, au sujet de cybersécurité. Et voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Je vais m'arrêter, il y a le prochain intervenant. J'ai commencé en retard, je sais, mais... Merci.